Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce projet de loi dit d'urgence était attendu. Attendu, oui. Mais pendant ce temps-là, combien d'agriculteurs ont tenu seuls? Combien ont travaillé sans se payer correctement? Pendant que les décisions traînaient, ce mot urgence, il arrive bien tard. Attendu par nos agriculteurs qui vivent une crise profonde, durable et parfois même désespérante. Attendu par nos territoires qui voient disparaître année après année des exploitations, des savoir-faire et une part essentielle de notre souveraineté. Mais disons-le clairement, ce texte n'est pas à la hauteur de l'urgence. Et là, c'est dit clairement. Ce texte ne répond pas à la crise. Alors la question est simple. Combien de temps encore on va faire semblant d'agir pendant que le monde agricole s'épuise? Derrière les annonces, derrière l'affichage, ce projet de loi révèle surtout un manque d'ambition politique. Ce n'est pas juste un manque d'ambition, c'est un manque de protection. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous nourrissent sont laissés seuls face à des règles que seuls doivent respecter. Et donne le sentiment d'un texte construit pour éviter les sujets qui fâchent, pour retourner les débats de fond et surtout pour être adopté rapidement avant l'été 2026. Oui, certaines mesures vont dans le bon sens. La création d'une brigade de contrôle de denrées importées, l'amélioration des cadres de négociation entre producteurs, un assouplissement pour certains élevages ou encore la possibilité de sanctions en cas de recours abusif. Mais soyons lucides, ces mesures restent largement insuffisantes, car ce texte ne traite pas des causes profondes de la crise agricole. Il ne répond pas au poids écrasant des normes. Toujours plus de normes, toujours plus de contraintes. Et au bout, des agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. On ne peut pas exiger l'excellence et en même temps rendre ce métier impossible. En particulier environnemental, qui étouffe nos agriculteurs. Il ne remet pas en cause les accords de libre-échange qui organisent une concurrence déloyale. C'est ça qui est le plus dur à entendre. On impose des règles strictes ici et on laisse entrer des produits qui ne les respectent pas. Ce n'est pas juste injuste, c'est une trahison. Et là, plus rien, le sujet disparaît. Pourtant, c'est là que tout se joue. Tant qu'on ne protège pas réellement nos producteurs, on continuera à les mettre en concurrence, avec moins-disant. Il ne s'attaque pas aux surtranspositions françaises qui pénalisent nos producteurs face à leurs concurrents européens. Pire encore, de nombreux sujets essentiels sont totalement absents. Rien sur la question des produits phytosanitaires et des impasses techniques auxquelles font face nos agriculteurs. Rien sur une réforme du cadre d'autorisation des intrants et du rôle de l'ANSES. Rien non plus sur des simplifications réellement ambitieuses. Rien sur des solutions concrètes comme le traitement par aéronef, le développement des biocontrôles. Autrement dit, on évite soigneusement les sujets qui divisent, tels que On évite, on contourne, on reporte. Mais sur le terrain, les difficultés, elles, ne s'arrêtent pas. la diversité à mépride, mais ce sont précisément ceux que les agriculteurs attendent le plus. Ce projet de loi aurait dû être un texte de rupture. Il n'est qu'un texte d'ajustement. Malgré tous ces officiants, Un texte d'ajustement, alors que des vies entières sont en jeu. Derrière ces mots, il y a des familles, des exploitations qui disparaissent, et une agriculture française qu'on est en train de perdre. Et ça, ce n'est pas acceptable. ces insuffisances, le Rassemblement national sera présent pour défendre ce texte par ses amendements, tout ce qui est nécessaire et urgent pour les agriculteurs français. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci, monsieur le député Patrice Martin. Ces mesures, ce texte, il a été voulu par les agriculteurs. Bon. Moi, j'ai dû examiner 4 ou 5 textes en 2025. Je n'étais pas forcément preneuse d'un nouveau texte agricole. Néanmoins, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit utile. Et c'est la raison pour laquelle je suis partie des irritants, des obstacles, des blocages que connaissent les agriculteurs. Ce n'est pas une loi de grands principes généraux. On a eu ça avec la LOA. Bon. Moi, j'ai voulu une loi utile, par pragmatisme. Alors, et je vous remercie de dire que les mesures vont dans le bon sens et que vous y travaillerez éventuellement à les améliorer, mais que votre avis est plutôt a priori favorable par rapport aux mesures qui sont proposées. Je vais revenir sur votre succession de rien sur. Rien sur les accords de libre-échange. Ce n'est pas ici à l'Assemblée nationale ou au Sénat que se déterminent les accords de libre-échange. On est 27 dans l'Union européenne. Je peux vous dire que j'ai vraiment, tout au long de l'année 2025, mouillé la chemise, pris des avions,
visiter les ministres de l'agriculture des pays européens, porter le combat. Et si aujourd'hui, dans les accords de libre-échange, on parle de clauses de sauvegarde, de mesures miroirs, de contrôle, de réciprocité des normes, c'est parce que la France a porté ce combat. Je regrette, comme vous, l'accord du Mercosur. Je l'ai dit, ma position n'a pas varié et je vous rappelle la position de la France sur le Mercosur. Maintenant, et j'ai participé aussi indirectement, parce que je ne suis pas parlementaire européen, à faire en sorte que le Parlement européen saisisse la Cour de justice européenne sur la conformité de cet accord aux traités européens. Ça s'est joué à quelques voix. Bien, et croyez-moi que je porte une vigilance absolue. Par exemple, sur l'accord de libre-échange avec l'Indonésie, avec l'Italie, nous avons fait front commun pour éviter qu'il y ait une invasion de riz de pays tiers pour protéger nos filières. Et il y a une clause de sauvegarde sur le riz. Franchement, les clauses de sauvegarde, c'est un phénomène nouveau dans les accords commerciaux. Et c'est la France qui a porté ce combat. Après, c'est devenu une évidence pour tout le monde. Mais c'est la France qui est allée. Rien sur les normes. Je voudrais que vous ayez le don d'ubiquité, monsieur le député, pour que vous soyez à la fois en commission du développement durable et en commission des affaires économiques. Parce que s'il n'y avait rien sur les normes, il n'y aurait pas une telle levier de bouclier à côté, notamment sur le stockage de l'eau, qui est indispensable aux agriculteurs à la production alimentaire. Je peux vous dire que c'est parce qu'il y a des allègements de normes qu'il y a une telle levée de bouclier. Enfin, j'y reviendrai, mais sur les impasses techniques l'ANSES, j'ai pris l'an dernier un décret qui demande à l'ANSES de prioriser l'analyse des dossiers pour les impasses et lui demandant de pratiquer la reconnaissance mutuelle. Je ne peux pas aller au-delà. L'ANSES est une agence indépendante. C'est le législateur qui l'a voulu ainsi. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe Ensemble pour la République, Madame Anne-Sophie Ronceret, vous avez la parole, Madame la députée. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il y a des lois que l'on vote pour préparer l'avenir et d'autres pour préserver ce que nous risquons de perdre. Ce projet de loi d'urgence nous oblige à faire les deux et surtout à regarder la réalité en face. L'agriculture est un pilier fondamental de la nation et un enjeu stratégique majeur dans un contexte de recomposition nationale, mondiale et de changement climatique. Garantir la capacité de la France à se nourrir elle-même relève de la souveraineté nationale et impose de préserver durablement les capacités de production agricole. Aujourd'hui, le secteur agricole est confronté à de fortes pressions. Crise sanitaire, aléas climatiques, tensions géopolitiques et volatilité des revenus qui fragilisent les exploitations. Pour la première fois depuis 1978, notre balance commerciale agroalimentaire est déficitaire. Ce n'est pas un accident, c'est un véritable signal d'alarme. Face à ces défis, les agriculteurs expriment des attentes claires. Lutter contre la concurrence déloyale, simplifier les démarches, sécuriser l'accès aux ressources, notamment à l'eau, protéger les exploitations et le foncier, mieux valoriser la production et renforcer leur place dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, nos agriculteurs ont besoin de mesures concrètes et opérationnelles pour faciliter leur quotidien et compléter les dispositifs que nous avons mis en place depuis 9 ans, notamment avec les lois Egalim et la loi d'orientation agricole, pour renforcer notre capacité à produire et répondre à l'enjeu collectif qu'est notre souveraineté alimentaire. Et pourtant, dans le même temps, nous imposons à nos agriculteurs des règles plus strictes que celles appliquées par ceux dont nous importons les produits. Ce paradoxe n'est plus tenable. Il fragilise nos filières, notre crédibilité et crée une distorsion de concurrence insoutenable pour nos agriculteurs. C'est précisément pour répondre aux priorités identifiées que ce texte doit apporter des outils supplémentaires et des mesures qui visent à consolider durablement la souveraineté alimentaire de la France, tout en préparant l'avenir de la filière. Et je le redis avec conviction et constance, comme lors de l'examen de la proposition de loi Entrave, dite Duplomb-Menonville, il n'est pas question d'opposer systématiquement agriculture et écologie. Il ne s'agit pas de choisir entre produire et protéger l'environnement, mais de rendre les deux possibles, complémentaires et indispensables pour l'avenir. Et cette transition ne sera acceptable à la seule condition qu'elle soit construite avec les agriculteurs, de manière raisonnée et dans un calendrier réaliste.